L'imbécile ne change pas, j'insiste, je persiste et je suis. Bonjour, chers amis téléspectateurs qui suivez 5 sur 5 médias. Une fois encore, c'est moi, Mac Lushimba, qui revient avec mon programme Franc-Parler. Aujourd'hui, je vais parler de la francophonie. Le titre de mon programme, c'est Les dessous de la francophonie. Mais avant que je ne puisse commencer mon programme, je voudrais présenter mes sympathies au compatriote Eliezer Ntambwe, qui vient d'être attaqué par un certain colonel Olivier Tokoka. J'ai suivi sur YouTube l'histoire de ce fameux colonel et toute une ribambelle de policiers qui sont entrés dans le jeu pour mener la vie dure au compatriote Eliezer Ntambwe sans vraiment une raison valable. C'est vraiment regrettable de voir que au Congo, des gens qui sont censés protéger la République, qui sont censés protéger les Congolais, sont les premiers à malmener le peuple congolais, alors qu'ils respectent les étrangers et, au plus fort, ils respectent même les ennemis du Congo. Regardez, dans l'est de la République démocratique du Congo, il y a des désordres, il y a une guerre qu'on n'a pas su terminer convenablement, on ne sait pas qui fait quoi là-bas. On n'a jamais vu des colonels aller là-bas pour s'imposer et dire à l'ennemi du Congo que trop c'est trop, tu dois quitter et finir cette guerre là-bas. Mais ils trouvent du plaisir à circuler dans la capitale, Kinshasa, et à faire taire le peuple congolais. Alors, nous ne savons pas vraiment là où le pays est en train d'être mené. Comme je l'ai dit, chers compatriotes Eliezer Ntambwe, une fois encore, je te présente ma sympathie et nous sommes avec toi dans nos pensées et nous allons te soutenir de toutes les manières pour que nous puissions ensemble essayer de créer une cohésion entre nous Congolais et enlever le pays du marasme, de cette obscurité là où, malheureusement, certains compatriotes sont en train de le pousser avec la complicité de l'ennemi, l'étranger. Comme je l'ai dit donc, mon sujet d'aujourd'hui s'intitule « Les dessous de la francophonie ». C'est-à-dire quoi? Je vais parler de la francophonie, mais tout en brossant quelques 3 ou 4 points à propos des choses qu'on ne dit pas aux gens, clairement à la lumière du jour, des choses qui accompagnent la francophonie, mais qui sont une réalité. Et s'il faut définir le mot francophonie, moi je peux dire tout simplement que c'est un système qui regroupe des gens, des organisations, ou bien des pays qui ont pour héritage commun la langue française. C'est-à-dire, tout est clair, la francophonie c'est une histoire de langue d'abord, une histoire scientifique. C'est-à-dire des nations, des gens devaient se retrouver autour d'une table pour partager les délices de la langue française en tant que moyen de communication pour avoir accès à la science et faire des échanges pour créer un certain développement entre individus et entre les nations. C'est-à-dire créer une sorte de progrès. C'est ça l'idée qui était derrière donc, ce mouvement-là. Mais avec le temps, beaucoup de gens vont témoigner
Donc, les acteurs qui sont dans le bateau de la francophonie se sont éloignés, si pas petit à petit, même à grands pas, du but principal qui a occasionné donc la fabrication de ce mouvement qu'on appelle francophonie. Comme je suis congolais, il y a trop de réalités, mais je vais brosser un peu l'histoire de la francophonie en République démocratique du Congo. Pour des compatriotes qui se souviendraient très bien, ils verront qu'à un certain moment de l'histoire, de l'enseignement donc dans les écoles en République démocratique du Congo, nous pouvons citer une date, c'est-à-dire ceux qui sont entrés à l'école primaire en 1974 peuvent se souvenir très bien que quand on ouvrait donc l'école, il y avait une surprise qui était réservée aux élèves congolais, c'est-à-dire la loi. Une loi venait d'être mise en place qui disait que les étudiants, les élèves devaient apprendre, en plus du français, les 4 langues nationales, c'est-à-dire le Swahili, le Chiluba, le Lingala et le Kikongo. Les gens qui ont commencé leurs études à l'école primaire en 1974 ont commencé ce programme-là. C'est-à-dire qu'ils devaient étudier les 4 langues nationales selon la province où ils se trouvaient, c'est-à-dire à côté de la langue française. Cette aventure n'a pas été menée plus loin. Pourquoi? Parce que le gouvernement français, donc sous la houlette du président Giscard d'Estaing, est venu donc annuler cette histoire. Comment? En donnant des fonds au président Mobutu pour décourager l'enseignement des 4 langues nationales en République démocratique du Congo. Pourquoi les Français avaient senti, ils avaient vu un danger, c'est-à-dire ils avaient leur plan qui consistait à s'approcher du Zaïre. Puisque si nous voulons retourner un peu dans l'histoire, c'est très clair, le Congo n'avait pas été colonisé par la France. Le Congo était colonisé par la Belgique, qui, en majorité, dans le peuple belge, parle la langue flamande. Mais curieusement, les colons qui sont venus au Congo nous ont laissé comme héritage la langue française, qui est la langue de leurs voisins. Et c'est par ici où ils ont ouvert la porte, ou bien la fenêtre, à la France de venir s'intéresser dans les affaires de la République démocratique du Congo. Et surtout, il faut se mettre en tête que le Congo, ce n'est pas n'importe quel pays. Il y a des richesses là-bas. Alors les Français ont cherché un moyen de s'approcher du Congo et ils ont trouvé que leur langue, le français, pouvait bien les aider à s'approcher et créer des relations très approfondies avec la République démocratique du Congo. Et comprenez que c'est dans cet état d'esprit-là que le président français Giscard d'Estaing, qui fut d'ailleurs président de la France de 1974 à 1981. Donc le président Giscard d'Estaing est venu baratiner Mobutu, est venu pousser Mobutu à annuler le programme d'enseignement des 4 langues nationales du Congo dans les écoles. Ainsi, nous sommes restés avec le français, même dans les écoles maternelles, et on a oublié donc d'apprendre à nos enfants nos langues. Et on a bien évolué. Alors, en évoluant, si par définition la francophonie, c'est-à-dire
le rassemblement des individus, des institutions et même des nations qui ont pour partage, qui ont pour héritage, c'est-à-dire la langue française. C'est-à-dire qu'il faut s'entraider et aider au développement sur beaucoup de plans, surtout scientifiquement parlant, des autres pays. Mais regardez un peu ce qui s'est passé chez nous au Congo. Est-ce que la francophonie a aidé le Congo à se développer? C'est ça la question que nous devons nous poser. Puisque si nous voulons être réalistes, aujourd'hui, le Congo, c'est le plus grand pays, même le premier pays francophone de la planète Terre. C'est-à-dire, vu la population congolaise, c'est le pays le plus peuplé. Donc, le pays dans lequel se trouvent des gens qui utilisent la langue française comme instrument de communication, d'échange et de travail. Nous sommes le premier pays, devant même la France, la Belgique et le Canada, et devant même beaucoup de pays francophones d'Afrique. Mais nous n'avons jamais bénéficié d'un traitement respectueux, d'un traitement de faveur devant la France. On avait vu par contre la France venue au Congo pour seulement s'intéresser aux richesses. C'est-à-dire, la France a trouvé au Congo un moyen de tirer des bénéfices. Et c'est ainsi, si vous voulez voir, parce qu'il n'y avait pas de tradition coloniale entre le Congo et la France, comme je l'ai dit, alors la France voulait chercher par tous les moyens comment s'implanter en République démocratique du Congo. C'est ainsi que les Français nous ont amenés. Trop d'écoles françaises au Congo, des alliances françaises, des centres culturels français et même des agences de coopération culturelle et technique. Ils nous ont bourré de toutes ces histoires. Pourquoi? Pour donc amener davantage de Français au Congo, qui en réalité n'étaient pas là pour nous enseigner le français, mais pour s'installer au Congo, raffermir les relations entre la France et la République démocratique du Congo et en tirer des profits sur le plan des richesses qui sont au Congo démocratique. Et ils ont bien joué ce rôle-là. Et si vous regardez très bien, ils ont même soutenu Mobutu, bien que sachant très bien que Mobutu était dictateur. Pour ceux qui ont une bonne mémoire, ils peuvent se souvenir que à un moment donné, il y a eu la guerre. Une rébellion est venue au Congo pendant la guerre de 6 jours. C'était d'abord la guerre de 80 jours. Et ils ont attaqué la ville de Kolwezi pendant 6 jours et ils l'ont fait tomber. Et cela sonnait derrière le glas, c'est-à-dire la fin du pouvoir de Mobutu. Parce que prendre Kolwezi, qui est le poumon économique du Congo, c'est comme poignarder un président en exercice. Et la prise de la ville de Kolwezi, je vous assure, c'était un certain 13 mai 1978, quand cette ville est tombée. C'était presque la fin du pouvoir de Mobutu. La ville a été prise par qui? C'est par des ex-Katangais, c'est-à-dire des exilés, des gendarmes exilés katangais qui vivaient en Angola. Alors, quelle a été l'attitude de la France? On verrait très bien que la France est venue à la rescousse. La France est venue soutenir Mobutu, toujours dans le cadre de la francophonie, tout en sachant très bien que Mobutu c'était un dictateur. Ils l'ont soutenu, et la France n'était pas venue seule. La France s'est amenée avec la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Belgique, le Maroc, le Sénégal, pour essayer un peu de calmer la situation, remettre de l'ordre, non pas au bénéfice des Congolais, mais à leur bénéfice. Pourquoi? Parce que
Ils avaient déjà créé beaucoup d'installations, beaucoup de relations économiques et beaucoup de relations politiques avec le pouvoir de Mobutu en place. Alors, ils ont fait leur devoir. Si nous voulons toujours analyser ce que la francophonie nous a apporté, nous en tant que Congolais, nous pouvons encore dire que, en tant que pays, en tant que grand pays francophone, il n'y a jamais eu donc de vraies relations scientifiques entre la France et la République démocratique du Congo, en dépit du fait que ce sont les Congolais qui sont les plus nombreux, le plus nombreux, je veux dire, à parler la langue française. Faites des enquêtes, remarquez, il n'y a jamais eu de relations entre les universités au Congo et des universités en France pour essayer un peu de développer dans le système d'enseignement, le système scientifique au Congo. On a de bons écrivains, mais ils n'ont jamais reçu de promotion pour être insérés aussi dans le programme scolaire. Par contre, nous avons étudié depuis des temps les auteurs des autres pays, même africains. Donc, vous conviendrez avec moi que quand vous êtes à l'école au Congo démocratique, bien qu'on a des écrivains qui parlent un bon français, qui savent écrire, qui ont écrit des textes, mais la promotion n'a jamais existé. Mais on nous a donné des livres, là où nous avons étudié beaucoup de textes, des auteurs sénégalais, maliens, camerounais, ivoiriens, pour ne pas citer les noms, je peux dire par exemple Léopold Sédar Senghor, Alexandre Bidi, Amadou Ampateba. Donc, c'est clair, on est un grand pays francophone rien que de nom. La France, dans les échanges, n'a rien fait pour vraiment mettre la République démocratique du Congo en tant que pays francophone à sa place, c'est-à-dire à la vraie place que le Congo mérite. Et tout ça, c'est vraiment un grand défaut. Et au lieu d'encourager les gens à continuer à parler français, moi je peux dire que si nous pouvons remarquer cela, c'est vraiment un système qui nous décourage davantage. Alors, quand vous remarquez très bien, vous suivez les émissions par-ci par-là, il y a encore un problème. La France-Afrique, c'est très clair. La France en Afrique, et remarquez dans les pays francophones, la France a en majorité joué un rôle négatif. C'est-à-dire la France a encouragé les dictateurs à demeurer au pouvoir, à piller les richesses de leur pays, à malmener leur peuple. Tout ça pour que la France puisse bénéficier. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que remarquez, la plupart des dictateurs dont les médias de la France condamnent ont des comptes bancaires en Occident, et puis spécialement en France. Si nous voulons parler du Congo, Mobutu était souvent décrit comme un milliardaire. Les Français prenaient Mobutu et le classaient parmi les 5 milliardaires de la planète Terre. Ils nous chantaient cela tous les jours. Mais, dans la réalité, la France n'a rien fait pour décourager Mobutu à enfoncer la dictature, les racines de la dictature, profondément au Congo. La France n'a jamais découragé Mobutu. Donc, à continuer à ne pas respecter les droits de l'homme.
La France n'a jamais découragé Mobutu. Donc, à ne pas violer le processus démocratique au Congo. Par contre, elle a toujours été là, non pas pour servir le Congo, mais pour servir ses intérêts. Et c'est d'ailleurs dans cet état d'esprit que vous verrez très bien que il y a eu à un moment donné, dans une sorte de concurrence en Afrique centrale, entre les pays anglophones et des pays francophones. Mais en réalité, ce combat, ce n'était pas le combat des pays francophones d'Afrique, ou bien des pays anglophones, donc des pays francophones d'Afrique contre les pays anglophones. Non, c'était le combat des intérêts des pays occidentaux, spécialement de la France et des États-Unis d'Amérique. Après avoir utilisé des présidents en Afrique, on a vu l'attitude de la France. Elle les laisse tomber à la fin de tout. C'est pour vous dire, il n'y a pas de valeur. La France n'accorde aucune valeur à la vie même des dirigeants des pays dits francophones, des pays avec lesquels elle devait vraiment fructifier des échanges, raffermir des relations et aider ces pays là-bas à se développer sur tous les plans. C'est vraiment un regret de le dire, mais si nous pouvons citer des gens, ou bien des dirigeants des pays francophones en Afrique, et regarder leur façon, dans le modèle que ces présidents-là utilisent pour diriger leur pays, vous allez voir que c'est vraiment un dossier regrettable. Car, comme je l'ai dit, la France n'a pas hésité à soutenir des dictateurs tels que le président Mobutu. Les gens ont su ce que Mobutu a fait du Congo. Il a pillé de toutes les manières. Il a créé le désordre partout. Et beaucoup de choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Bien qu'on peut ne pas savoir, la majorité des Congolais vont nous dire que ce sont des choses qui commencent aujourd'hui. Mais si vous voulez analyser les choses très bien, tout ça a eu des racines dans les gouvernements, dans la gouvernance, donc, du passé. Mais malheureusement, peu d'analystes peuvent regarder la situation d'un pays et convenir que ce qui s'est fait aujourd'hui, que ce soit le succès ou bien l'échec, ça a été commencé quelque part dans le passé. Alors je disais donc, regardez les relations de la France avec les pays africains. Vous verrez que pour le cas du Congo démocratique, la France a soutenu Mobutu, connu pour être un des dictateurs les plus féroces de la planète Terre. Regardez au Congo-Brazza, il y a Denis Sassou qui est là. Donc, un président qui avait été mis dehors pourtant, pendant qu'au Congo-Brazza, il y avait le processus démocratique. Denis Sassou Nguesso avait perdu, et Pascal Lissouba était passé là-bas. Alors, en tant que président élu démocratiquement, et vu l'évolution des choses, Pascal Lissouba voulait orienter la politique et l'économie du Congo-Brazza selon son entendement. En tant que président d'un pays libre, c'est-à-dire se trouver des marchés où il voulait pour que le peuple congolais brazzavillois puisse vraiment en bénéficier. Mais cela avait déplu à la France. Pourquoi? Parce que le pétrole qui se trouve au Congo-Brazza, selon la conception française, c'est un bien privé de la France. C'est pour cela que vous comprendrez, il y a eu financement de la guerre. La France a pris Denis Sassou Nguesso, l'a financé en artillerie pour aller chasser Pascal Lissouba, bien qu'étant un président élu démocratiquement. Et c'était la guerre entre les ninjas et les cobras. Vous avez vu comment le pays a été détruit. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des cicatrices
ce sont les œuvres de la France. On peut parler des présidents tels que André Kolimba, on peut parler d'Omar Bongo du Gabon, de vrais dictateurs, des gens qui ont pillé leur pays, qui se comportaient en empereur, en roi. Mais la France les regardait là-bas et ne pouvait pas bouger ce président là-bas, bien qu'ils malmenaient leur peuple. Pourquoi? Parce que la France tirait profit. On peut aussi parler de Félix Houphouët-Boigny. C'était un autre président, bien qu'il construisait, mais vous allez voir que le cacao de la Côte d'Ivoire était considéré comme la propriété privée de la France. Vous-même, vous avez été témoin quand Laurent Gbagbo est venu avec une nouvelle idéologie, c'est-à-dire essayer de couper les liens qui lient la Côte d'Ivoire avec la France, c'est-à-dire la France qui considère que tout ce qui est économie en Côte d'Ivoire doit être contrôlé par la France, ce sont des propriétés de la France d'office. Vous avez vu comment la foudre est tombée sur la tête de Laurent Gbagbo. La France a décidé vraiment de mettre Laurent Gbagbo de côté. Et vous avez vu la guerre entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Les Français sont venus aider Alassane Ouattara. Et tout est clair. Pour les gens qui savent regarder et voir, il y a anguille sous roche. Et quand vous suivez même dans les médias de la France, il y a des gens, des analystes qui critiquent donc la relation France-Afrique. Et quand on veut en parler, faites des recherches, vous verrez que on ne parle pas de cette relation là-bas en termes positifs. On parle toujours, on en parle, je veux dire, en termes négatifs. Regardez, là où il y a des élections, dans des pays francophones, là où la France a une mainmise, c'est-à-dire on encourage, donc on encourage des fraudes pendant les élections, on encourage le retour des dictateurs, on encourage l'impunité. Et si aujourd'hui les Français veulent nous chanter qui sont les maîtres de la démocratie, les gens de la justice, mais ils savent très bien, eux-mêmes le disaient, Mobutu était compté parmi les 5 milliardaires de la planète Terre, c'est-à-dire Mobutu avait pillé le Congo jusqu'à la moelle épinière. L'argent de Mobutu est en Occident et une grande partie en France. Qu'est-ce que la France a déjà fait, chers amis? Même au nom de la francophonie, c'est-à-dire au nom de cette amitié là-bas, solide, de cette amitié scientifique qui nous lie, nous Congolais, avec la France, pour rapatrier donc les fonds, les richesses pillées par Mobutu. Ils les ont toujours gardées chez eux. Et même parmi les enfants de Mobutu, il y a certains qui ont voulu aller réclamer ce qui revenait à leur père, bien qu'étant des biens mal acquis. Et certains d'entre eux ont même perdu des vies. Pourquoi? Ce n'est pas un hasard. Tout ça, il fallait le liquider pour effacer les traces. Alors, à la lumière de tout ça, moi je pense que, en tant que Congolais d'abord et Africains, la francophonie, au lieu de venir nous aider, elle est venue nous maintenir dans l'esclavage. Et cela ne doit pas vraiment nous plaire en tant qu'intellectuels et en tant qu'analystes politico-scientifiques. Alors vous comprendrez que les puissances occidentales, quand elles viennent en Afrique avec des propositions là-bas alléchantes, avec des mots là-bas dorés, installant donc des institutions
Donc nous chantons comment ces institutions là-bas vont fonctionner pour le bénéfice, c'est-à-dire coopération bilatérale, échange pour le progrès. Mais quand vous analysez toutes ces histoires là-bas, par la suite vous verrez que ce ne sont que des paroles qui restent sur des papiers et qui jamais ne prennent forme et ne se réalisent pour aider les pays africains à évoluer. On peut demander à la France, au nom de la science, qu'est-ce que la France a déjà fait? Même pour aider les étudiants congolais de Kinshasa, les étudiants d'un pays où se trouve un très grand nombre de francophones de la planète Terre. Qu'est-ce que la France a déjà fait? Même sur le plan universitaire, la France ne donne même pas de bourses aux Congolais. Et au peu de Congolais là-bas qui luttent et qui se retrouvent sur le sol français par leurs moyens personnels pour entrer dans des universités, des collèges en France, suivez les informations. Il y a toujours des barrières. On les met dehors, ils ne sont pas considérés comme des étudiants, selon le terme et la définition de la France. Et ceux qui sont là, qui sont en train d'étudier, même quand ils finissent, on ne leur donne même pas la chance, au nom de la francophonie, d'œuvrer en France, de travailler, de faire leurs recherches et d'évoluer afin d'aider les Congolais à participer donc à l'évolution de la République démocratique du Congo et du monde. Alors vous comprendrez que pour ceux qui raisonnent convenablement, pour un étudiant qui raisonne convenablement, un homme de sciences congolais, il n'y a vraiment pas d'intérêt à s'époumoner pour promouvoir une doctrine, une langue, une institution qui nous laisse tomber chaque fois. C'est une institution dont les bénéfices ne sont jamais partagés avec les Congolais. Alors vous verrez que c'est vraiment une matière qui doit nous pousser, nous intellectuels congolais, à bien raisonner pour voir d'où nous sommes venus, où nous sommes et où nous sommes en train de partir. Donc de cheminer avec des bagages que nous prenons, au nom des échanges, donc entre nations, entre continents. Nous devons aussi apprendre à nous atteler à ce qui va nous donner des bénéfices, à ce qui est utile pour nous. Ce qui n'est pas utile, en tout cas, nous ne voyons pas pourquoi nous devons vraiment coller à cela, au risque de passer notre temps et de rester toujours en retard. Et c'est pour cela, vous verrez, si nous voulons parler encore d'un cas isolé, qui est le cas du Rwanda. Vous avez vu que aujourd'hui, le Rwanda est devenu un pays anglophone. Où était la France pour défendre le Rwanda, par exemple? Si nous voulons parler des choses qui sont arrivées au Rwanda, le génocide du Rwanda, vous n'allez pas nous dire que c'est une histoire créée à 100% par les Rwandais eux-mêmes, c'est-à-dire les Tutsis et les Hutus. Non. Ce qui est arrivé au Rwandais, donc, en majorité, c'est une histoire qui a été créée en Occident, dans les laboratoires de l'Occident. C'est-à-dire là, on a vu les pays anglophones, représentés par les États-Unis d'Amérique, donc se tirailler pour confisquer le pouvoir en Afrique centrale en passant par le Rwanda. Et, automatiquement, de l'autre côté, il devait y avoir la France pour combattre l'avancée donc des Anglo-Américains qui venaient occuper leur territoire en Afrique centrale. Et c'est ça même le nœud du problème. Et la France est venue à plusieurs reprises pour chercher à préserver son territoire.
le territoire qui lui donnait des intérêts. Et les intérêts venaient de la République démocratique du Congo. Et la France a compris, dans ses enquêtes, vous savez, ils ont des services secrets là-bas très avancés. Ils ont compris que l'Amérique venait, mais pour atteindre la source, la cuve, donc des richesses, qui est le Congo démocratique, l'Amérique voulait entrer par l'Ouganda et le Rwanda. Et pour ouvrir, donc pour faire sauter les verrous, comme le disait même le président Habyarimana. De son vivant, Habyarimana disait, en tout cas, je suis le verrou qui empêche à la République démocratique du Congo et à l'Afrique centrale de sauter et de connaître des choses calamiteuses. Et aujourd'hui, nous pouvons donner raison au feu président Habyarimana, car ce qu'il disait, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Nous avons vu, toujours dans le cadre des intérêts supérieurs des nations, la France est venue avec le drapeau de la francophonie. Comme pour dire, nous venons au Rwanda, c'est pour calmer la situation et tout ça. Alors ils sont venus, c'est pour repousser les Américains, parce que les Américains voulaient prendre leur territoire, qui est très riche en minerais, et c'était la République démocratique du Congo. C'est pour cela que vous allez comprendre que la France a embarqué même Mobutu dans cette aventure. Mobutu a donné des militaires à la France pour aller combattre dans le FPR, donc ce groupe rebelle qui venait donc déstabiliser la région de laquelle la France tirait profit pour changer la donne. Mais l'Amérique aussi a eu raison. Pourquoi l'Amérique a eu raison? Parce que l'Amérique a bien travaillé dans le système de blocage. Donc, l'Amérique a utilisé aussi le Canada. Pour ceux qui lisent et qui font des recherches un peu approfondies, vous verrez qu'il fallait que tout se passe à l'ONU. L'Amérique a tout fait pour mettre Boutros Ghali de côté, qui était secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui était un francophone. L'Amérique a bousculé Boutros Ghali. Automatiquement, elle a arraché le pouvoir au niveau de l'ONU. Et c'est pour cela que vous allez comprendre, les jeux commençaient maintenant à se jouer très bien. Bien qu'avant cela, il y avait Boutros Ghali, mais il était entouré des géants là-bas, des lobbyistes anglophones qui ont bloqué toutes ces actions. C'est pour cela que vous allez comprendre que même pour envoyer donc les militaires de l'ONU, les pacificateurs, qu'on les appelle en anglais peacekeepers, qui devaient aller au Rwanda pour essayer un peu de calmer la situation afin d'empêcher les tueries qui se passaient en ce temps-là au Rwanda, ils ont envoyé un général canadien, francophone, mais qui était un traître, M. Dallaire. Il était venu avec l'habit de francophone, avec le français dans la bouche, mais c'était déjà un général acheté par les États-Unis d'Amérique. Et quand il est allé sur terrain, au lieu d'aider la France et la francophonie, ce général-là a choisi d'aider l'Amérique, qui est un pays anglophone. Et il a contribué aussi à créer du désordre en Afrique centrale, à faire tomber la France, à effacer les intérêts de la France et à mettre au pouvoir, donc derrière l'Amérique, le gouvernement actuel, le gouvernement de Kagame. Et vous avez, vous tous, été témoins. Kagame, président, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé rapidement le Rwanda en pays anglophone. Pourquoi? C'est pour effacer la francophonie. Car selon lui, la francophonie ne paye pas. C'est une distraction là-bas. Vous allez parler des Français kilométriques là-bas, mais regardez sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan du progrès dans beaucoup
donc, de secteur, les pays francophones sont les pays en retard. Ce sont des pays là où il y a trop de désordre. Alors, là, quelque part, si nous voulons raisonner scientifiquement, on peut donner raison à Kagame, bien que donc, le système utilisé n'est pas orthodoxe, n'a pas été orthodoxe, car ça a créé beaucoup de conflits et ça a fait verser beaucoup de sang. Alors vous comprenez que nous, en tant qu'Africains, nous devons analyser les choses. Nous ne devons pas être des suivistes, c'est-à-dire nous mettre là, écouter la musique des pays occidentaux là, qui viennent avec n'importe quelle proposition, nous chantent, nous allons faire ceci, créons des échanges, créons ce mouvement pour faire ceci. Nous devons savoir analyser et accepter des choses qui vont nous donner aussi des bénéfices, des choses qui vont nous aider à avancer sur beaucoup de plans. Et si nous voyons, après analyse, que ce que nous apportent ces pays occidentaux là-bas, ça ne va nous faire avancer en rien. Mais il ne faut même pas aller plus loin. Il faut catégoriquement refuser cette histoire. Et sur ce, si je peux donc porter donc une petite critique sur ce qui a eu lieu récemment à Dakar, donc les assises là-bas de la francophonie, qui a rassemblé la plupart des chefs d'État avec leurs candidats qui devaient succéder à Abdou Diouf. En tout cas, moi j'ai remarqué une chose, c'est que tout se faisait, non pas en tant que francophonie, mouvement là-bas pour aider les pays, ça se faisait en tant que mouvement politique maintenant. C'est cela que vous allez remarquer. Avant les élections là-bas, il y a une lettre d'abord qui a circulé sur les médias. La France pèse toujours dans le choix du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. C'est à la France de me contredire. Oui, la France pèse toujours. Bien qu'ils disent non, les élections sont démocratiques, libres là-bas, ça c'est faux. N'eût été le désordre qui était au Burkina Faso, c'était dans le plan de la France. De faire quoi? D'aider le président Blaise Compaoré, bien qu'étant dictateur. Donc de le mettre donc, dans la clique là-bas des institutions internationales. Et selon la lettre que le président français, François Hollande, a écrit au président Blaise Compaoré, ça laisse vraiment entendre, sous-entendre que il y a toujours une main de la France quelque part dans l'histoire qu'on appelle francophonie. La lettre est longue, mais quelque part François Hollande a écrit au président Compaoré que le Burkina Faso pourrait être un exemple pour la région si, dans les mois qui viennent, il avançait lui aussi dans cette direction en évitant les risques liés à un changement non consensuel de la Constitution. Vous pourriez alors compter sur la France. Donc c'est François Hollande qui s'adresse à Blaise Compaoré. Vous pourriez alors compter sur la France pour vous soutenir si vous souhaitez mettre votre expérience et vos talents à la disposition de la communauté internationale. Et la francophonie, c'est une organisation internationale. Elle-même, la francophonie se définit comme organisation internationale de la francophonie. Et un président français
qui promet à un dictateur, sachant que ce dictateur est arrivé au pouvoir par les armes, après avoir fait un putsch là-bas, duquel Thomas Sankara a perdu la vie. Et on a vu l'évolution de ce dictateur là-bas, qui a collé au pouvoir. Donc pendant 27 ans, et qui ne voulait pas partir. Mais qui, en catimini, donc, était en train de jouir donc, du soutien de la France. Donc les Burkinabés, s'ils étaient restés là-bas les bras ballants, croyant que la France allait les aider à instaurer, à renforcer la démocratie dans leur pays, ils allaient se perdre dans des conjectures inutiles. Heureusement que les Burkinabés se sont levés et ils ont bouté dehors le dictateur. Sinon, Blaise Compaoré était sur la liste de la France pour recevoir le soutien de ce pays qui se dit champion donc des droits de l'homme, champion en démocratie et tout ça. Alors, chers compatriotes congolais et chers amis africains, vous voyez que l'Occident se joue de l'Afrique. L'Occident continue à se jouer de l'Afrique, et spécialement la France avec sa francophonie. Alors, comprenez que nous sommes abandonnés à nous-mêmes en tant qu'Africains, et spécialement en tant que Congolais. Nous ne devons pas compter sur les institutions internationales, car elles sont là-bas que pour soutenir leurs pions, qui vont les aider à obtenir ce qu'ils veulent dans un pays. Et pendant les votes, que moi je ne peux même pas appeler vote, pendant le choix de la nouvelle secrétaire générale de l'OIF, c'est-à-dire de l'Organisation internationale de la francophonie, vous avez vu vous-même, il y a eu trop de tractations. Et beaucoup de gens qui étaient là-bas, qui s'étaient amenés comme des candidats, étaient mis de côté. Pourquoi? Parce que à un moment donné, la France s'est rendue compte que les gens allaient critiquer. Ils avaient tous des problèmes. Si pas eux, même les gens qu'ils amenaient, bien les gens qui soutenaient les candidats étaient problématiques. Comme le cas du président du Congo-Brazza, qui soutenait un candidat là-bas, mais ce candidat n'a pas été choisi. Pourquoi? La France a eu à se réserver. Pourquoi? Parce que Denis Sassou, un vrai dictateur, qui n'a jamais remporté une élection démocratique et qui est toujours au pouvoir et qui compte encore falsifier la constitution du Congo-Brazza pour rester au pouvoir. Et il a amené un candidat, vous voyez. Et la France était dans l'embarras pour soutenir ce candidat-là. Le président burundais Pierre Buyoya était là. Si vous connaissez son histoire, un vrai dictateur aussi, putschiste, et qui a contribué aussi à créer des événements sanglants au Burundi. Et la France s'est réservée. Pourquoi? Parce que les yeux du monde regardaient. Et surtout les événements de Burkina Faso, mes chers amis, sont venus aider à mettre un peu de frein dans les activités un peu suspectes de la France envers le peuple africain. Et c'est ainsi, après débat, si nous voulons arriver à la conclusion, mais qu'est-ce que je peux dire? Après débat, il y a eu aussi un candidat, puisque c'est écrit quelque part que le Congo démocratique aussi a amené son candidat, qui était un certain professeur Tarsis Loseke. Ce dernier, s'il n'a pas réussi, parmi les raisons que les gens ont avancées, c'est parce qu'il n'a pas reçu le soutien du gouvernement congolais. Pourquoi? Parce que Tarsis Loseke est opposant à la politique qui est en train de se jouer au Congo aujourd'hui. Alors, on a vu le président Kabila qui était là, avec sa délégation gouvernementale. Mais ils n'ont pas soutenu le Congolais.
Là, vous comprenez que les gens n'y vont. Donc, ils vont dans ces foires là-bas. Moi, je peux appeler, c'est une sorte de foires là-bas. Ils y vont pour leurs intérêts personnels. Si vraiment le gouvernement de la République démocratique du Congo était dans la francophonie pour faire avancer le Congo démocratique, il fallait soutenir, par exemple, le professeur Tarsis Loseke, bien qu'étant membre de l'opposition. Mais pourquoi le gouvernement congolais a eu peur? Ils savent que la position du secrétaire général de l'OIF, de la francophonie, c'est une position de force, c'est une position d'influence. Si vous occupez cette position là-bas, vous pouvez aider à changer beaucoup de choses, si vous êtes vraiment honnête. Et le gouvernement congolais ne voulait pas qu'un Congolais de l'opposition puisse donc être candidat à ce poste-là et avoir le soutien du gouvernement congolais. Ils ne l'ont pas soutenu. Ils ont fermé les yeux. Alors vous comprenez que cette histoire de la francophonie, c'est une histoire de président au pouvoir. Et ils sont en train, chacun, de tirer donc la couverture de son côté pour des intérêts personnels et non pas les intérêts des pays, hein, non pas le développement politico-scientifique des pays. Alors c'est très triste. Et c'est pour cela que vous comprendrez qu'en conclusion, le choix est tombé sur Michaël Jean comme remplaçante de M. Abdou Diouf. Alors, si vous voulez regarder un peu pourquoi cela s'est fait, c'est tellement clair. La France, dans sa francophonie, a vu qu'il n'y avait pas de poids. Il n'y avait pas de pouvoir dans la francophonie. Il n'y avait pas, donc ça ne pesait pas. Pourquoi? Parce que les intérêts économiques, donc le jeu politique, donc, qui gagne dans le monde aujourd'hui, n'est pas joué par des pays francophones. C'est un jeu qui est joué par des pays anglophones, donc par l'établissement anglo-américain. Alors, la France n'a pas voulu être en compétition, être donc en rivalité chaque fois avec les États-Unis d'Amérique. Et comprenez, c'est pour cela que la France a tout fait pour mettre cette femme là-bas, Michaël Jean, qui fut d'ailleurs, vous avez tous suivi, gouverneur général du Canada. C'est-à-dire une femme là-bas qui a travaillé pour le Commonwealth, pour la reine d'Angleterre, donc pour l'anglophonie, pour le système anglo-américain. Alors la femme a pris pourquoi? Tout ça parce que la France a vu que un secrétaire, ou bien le secrétaire de l'OIF, doit vraiment émaner de ce pays-là. C'est pour concilier un peu certaines histoires, éviter cette guerre là-bas qui oppose la France à l'empire américano-britannique. Et comme pour preuve, vous avez vu vous-même, une secrétaire d'État de l'OIF, à peine être investie, elle a parlé en anglais. Alors que, selon les clauses de la francophonie, on dit qu'il faut promouvoir la langue française, c'est-à-dire combattre à chaque instant, donc, toute opportunité, hein, donc, toute opportunité, je veux dire, qui se présente pour faire tomber la langue française. Mais la fameuse secrétaire générale de l'OIF a exprimé sa joie. Une partie en français et une autre partie en anglais. Alors nous nous posons la question, est-ce que la francophonie est encore viable? Est-ce que la francophonie est encore solide? Est-elle digne de confiance? C'est aux membres, d'abord aux ressortissants des pays francophones, de répondre à cette question. Et sur ce,
Je remercie l'équipe de 5 sur 5 médias de m'avoir encore une fois donné l'opportunité de parler, même en vrac, à propos de la francophonie. En tout cas, sans plus tarder, je remercie les gens qui me soutiennent et qui continuent à m'inspirer et à suivre mes programmes. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous. Et sans oublier notre mot d'ordre, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et ne jamais trahir le Congo. C'est pour cela que nous sommes en train de faire tous ces programmes, pour réveiller la conscience des Congolais, afin qu'ils puissent adhérer à des systèmes qui vraiment doivent bénéficier au peuple congolais. S'il n'y a pas de bénéfice du peuple congolais, en tout cas, on ne voit pas pourquoi on doit coller à ce système-là. Merci beaucoup. Malgré la conjoncture économique difficile et les difficultés à pourvoir une éducation appropriée à la jeunesse, LBCM reste un des rares bastions de l'éducation de qualité supérieure. Chaque jour, LBCM se réinvente pour nos futurs leaders. Elle les prépare à affronter en toute confiance les enjeux à venir. Voulez-vous nous aider dans cette tâche noble? Laissez-nous un message sur notre page Facebook. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas.